Transition, ou l'art de valoriser vos transitions professionnelles, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 14h45 chaque 4e samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. Mon propos aujourd'hui est un sujet de haute actualité. Il concerne en fait la réforme de la formation, ou plus précisément la loi du 5 septembre 2018 qui s'intitule « La loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel ». Elle se présente comme un basculement complet de la formation professionnelle. Mon invité est ici pour nous l'expliquer. Il s'appelle Éric Dumartin et il est vice-président du FONGECIF Île-de-France et il est également directeur conseil de C2 Consulting. Éric, bonjour. Bonjour Mireille, merci de m'accueillir. Et alors c'est vrai, on va commencer par un mauvais jeu de mots, mais on ne pouvait pas rêver meilleure radio pour parler de la réforme, juste celle de la formation professionnelle. Merci d'être avec nous. Alors, la loi du 5 septembre 2018 est une loi qui inquiète de nombreux DRH. Il y a plein de réunions qui existent sur ce sujet depuis plusieurs mois et à mon avis encore pendant plusieurs mois aussi. Et ça implique aussi et ça inquiète aussi d'autres professionnels de la formation. Par contre, elle est, pour l'instant en tout cas, beaucoup moins connue des salariés qui vont, a priori, en être les principaux utilisateurs. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être, dans un premier temps, essayer de nous définir en grosse masse quels sont ses objectifs et ses contours ? Oui, alors c'est une émission bien difficile. Alors c'est vrai qu'on va essayer de se placer plutôt sous l'angle du salarié. Alors peut-être qu'après on répondra aux légitimes inquiétudes des DRH et organismes de formation, mais on va surtout se focaliser sur les salariés. Alors tout est dit ou presque dans le titre de la loi, hein, liberté de choisir son avenir professionnel. Et c'est vrai qu'il y a un basculement complet d'un système en fait qui était un truc entre guillemets, qui était géré par les entreprises et auquel personne ou pas grand monde ne comprenait grand-chose, en tout cas chez les salariés, vers un dispositif qui est en fait piloté par les salariés en direct. Donc effectivement, c'est une très grosse révolution. Pour qu'il y ait réforme, il faut qu'il y ait méforme. Et en fait, donc ça veut dire que ça ne marche pas aujourd'hui. Ça veut dire que je pense que le gouvernement, notamment, s'est attaché à démontrer que ce qui existait avant ne fonctionnait pas correctement. Donc il a stigmatisé un système qui était un peu opaque. Et qui bénéficiait uniquement à des cadres. Donc ça, c'était un peu dans la caricature. Et donc, il a dit ce système-là, on doit complètement le réformer. Pour le rendre transparent, pour le rendre transparent et en fait le restituer à ses bénéficiaires qui sont les salariés. Donc ça voudrait dire plus de transparence et plus d'égalité. Ou plus une meilleure répartition. Oui, alors en fait, c'est surtout le basculement, si on devait le caractériser, il est libéral et individuel, effectivement. D'accord. Mais ça, je pense que c'est un peu une des marques de notre président Macron. Et derrière cette réforme, il y a deux objectifs de base, je crois qu'il faut avoir en tête. Le premier, c'est le traitement du chômage. Et on va le voir, hein, la plupart des dispositifs sont quand même très axés sur les gens qui sont demandeurs d'emploi. Sur les demandeurs d'emploi et aussi sur les moins qualifiés. D'accord. Donc ça, c'est la première chose à bien intégrer. La deuxième, c'est l'idée d'optimiser en fait les dépenses de formation. Alors il y a toute une batterie de mesures en fait qui visent à s'assurer que les gens ne se forment que sur ce dont ils ont besoin pour éviter une forme de gaspillage présumé de la formation professionnelle avant. Donc voilà. La définition du besoin va être un vrai sujet. Alors, c'était déjà, en théorie, une des obligations des organismes de formation, hein, de bien évaluer les besoins des gens qui formaient pour adapter par exemple, le bilan de compétences. Oui, par exemple. En tout cas, l'idée, c'est que les gens ne se forment que sur ce dont ils ont besoin. C'est un des aspects aussi les plus importants de cette réforme avec la notion de bloc de compétences.
Alors, pour schématiser, avant, si vous aviez besoin d'un steak, vous étiez obligé d'acheter un bœuf tout entier. Et désormais, la réforme vous permettra d'acheter uniquement le steak dont vous avez besoin. Voilà. En petite pratique, image de boucherie qui marche moins bien avec les poissonniers. En pratique, ça va vouloir dire quoi en termes d'offres de formation sur le marché ? Que chaque organisme de formation va devoir définir avec chaque apprenant un objectif, qui est un objectif individuel, et en fonction de cet objectif, définir un parcours de formation. D'accord. C'est-à-dire qu'on est la période où le temps où une formation c'était 3 jours, 9h, 17h. Dans une staff room. Et c'est ça, où on vous disait le matin vous apprenez ça, à l'après-midi vous apprenez ça. Ça c'est révolu. En tout cas, l'idée c'est que sous quelques mois, sous 2 ans, ces pratiques-là soient révolues pour être remplacées par des formations où finalement, si vous avez besoin d'un jour au lieu de 3, et que vous avez atteint votre objectif. Au bout d'un jour, vous partez. D'accord. Et si au bout de 3 jours, on n'avait pas atteint votre objectif, vous continuez. Donc l'organisme de formation doit continuer avec vous, c'est ça ? Oui. Dans les 2 cas, ça veut dire qu'il n'aurait pas bien défini votre parcours, puisqu'il aurait soit sous-évalué, soit surévalué. Voilà. Donc, c'est important pour vos auditeurs de comprendre ça, parce que on va voir que finalement, ils vont prendre la responsabilité de dépenser leur capital formation. Ouais, on va revenir sur cette notion, celle qui sera importante. Mais déjà, donc, il faut qu'ils sachent qu'ils vont c'est pouvoir leur argent, se former. Donc, ils seront pas obligés de dépenser sur des parcours très très longs, mais ils vont pouvoir cibler en fait le module, le bloc de compétences dont ils ont besoin pour construire un peu leur parcours à la carte. D'accord. Quand vous parliez de montant ou d'unité ou de ce qu'on veut disponible, ça va se traduire par quoi ? Parce que c'est une grande question et là, il y a les rumeurs les plus folles qui circulent auprès des salariés. Ils entendent dire, ils disent aujourd'hui on peut se former pour tant, demain on n'aura même pas la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors ça, c'est des rumeurs, ce sont des ça, on entend salariés inquiets. Informés. Alors déjà, je le redirai un peu plus tard, mais si les salariés sont inquiets et un peu désemparés, ils ont aujourd'hui un dispositif qui s'appelle le conseiller en évolution professionnelle. Il faut absolument qu'ils aillent voir un conseiller en évolution professionnelle pour les éclairer sur ce système-là. Ça, c'est déjà la première recommandation qu'on peut leur faire. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est de répondre à la question pour le salarié, au fond, s'il veut se former aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fera demain, par exemple ? Oui. Alors, on peut le découper en fait en 3 possibilités. La première, c'est celle que chacun a un peu inscrite dans ses gènes depuis des décennies. C'est quand on a besoin de se former, on va voir son employeur. Oui. Et justement, la loi, elle vise un peu à casser ça et à inverser en fait la responsabilité qui ne pèse presque plus sur l'employeur, on va modérer ça, mais sur le salarié. Le plan de formation n'existe plus. Donc le catalogue des formations qui va avec le plan non plus, j'imagine. En tout cas, il a du plomb dans l'aile. Il est remplacé par un plan de développement des compétences. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que auparavant, les entreprises, elles avaient des cotisations au titre de la formation professionnelle. Bien sûr. Ces cotisations n'ont pas changé. Elles sont toujours au même niveau. Sauf qu'ils ne peuvent plus les utiliser, voilà, c'est ça ? Elles sont ciblées essentiellement sur 4 ou 5 dispositifs, donc qui sont les demandeurs d'emploi, le conseiller en évolution professionnelle, etc. Donc, les entreprises aujourd'hui ne peuvent plus récupérer une partie de ces fonds qu'elles allouaient à la formation professionnelle, c'est-à-dire que les dépenses se font exclusivement sur leurs fonds propres, de la même façon qu'elles vont investir dans du matériel, elles vont devoir investir dans des gens. Voilà. Il y a une limite à ça, c'est que, en tout cas une précision à apporter, c'est que les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient toujours de financement de la part des OPCO qui ont remplacé les OPCA. Alors là, on rentre déjà dans des vocabulaires un peu abscons, mais si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, sachez que votre employeur, il peut bénéficier aujourd'hui d'un certain nombre d'aides financières pour former ses collaborateurs. Et ça, donc, aujourd'hui, ça passe par l'employeur et demain, ça sera le salarié lui-même qui aura droit à cette manne financière ou... Non, c'est toujours par l'employeur. Là, on est dans un premier cas où c'est l'employeur qui, en fait, au même titre que ça existait avant dans le plan de formation, va former ses collaborateurs. Ce que je dis simplement, moins de 50 salariés, on sait que l'employeur il va bénéficier d'aide. Plus de 50 salariés, il aura plus d'aide. Voilà. D'accord. Alors, vous allez me dire, s'il a plus d'aide, il va plus former. Il a peut-être des besoins quand même. Je vous vois pas venir. Pas du tout.
Alors, on a supprimé quelque part les moyens mis à la disposition des employeurs, mais on n'a pas supprimé l'obligation d'adaptation des salariés. Donc il y a la contrainte. Voilà, donc il y a toujours la contrainte. Enfin, si tant est que former ses salariés, ça serait une contrainte, Mireille. Ça dépend. Ça dépend. Ça m'étonne que vous disiez ça. C'est parfois vécu comme tel, et par les salariés et par l'employeur, oui. Mais ça, c'est des vieux souvenirs. Voilà. Mais il y a, alors on pourrait se dire, mais pour le coup, les entreprises ne vont plus tout former leurs salariés. En fait, il y a une barrière à ça, il y a un garde-fou, si je puis dire, c'est l'entretien professionnel, qui existait déjà. Oui. L'entretien professionnel, c'est l'obligation pour l'employeur, tous les 2 ans, de mener un entretien professionnel avec le salarié. Et pour au bout voir de quels 6 sont ans, ses besoins. Ouais, de faire un bilan, et au bout des 6 ans, le salarié doit avoir suivi une formation et avoir eu une progression qui correspond à sa formation salariale ou une promotion de niveau hiérarchique. Voilà, ça existe toujours. D'accord. Donc quelque part, c'est la garantie que l'employeur doit faire quelque chose pour former ses salariés. Et désormais, il y a une pénalité. Alors, elle existait déjà, mais visiblement, elle se profile. Elle existait, mais elle n'était pas appliquée. C'est ça que je vous entends dire quelque part. Elle trouve à s'appliquer, va trouver à s'appliquer dans les prochains mois. C'est une pénalité de 3 000 €. Ce qui est quand même important. Ouais. Et ce qui est très important, c'est que cette pénalité, désormais, elle sera versée sur le compte personnel de formation du salarié. Voilà. Donc, le salarié qui n'aurait pas eu cet entretien aura une sorte de cagnotte. Tout à fait. En tout cas, alors c'est résumé, c'est un petit raccourci, mais un gros raccourci. Mais oui. Non, mais c'est bien pour vos auditeurs. Je crois donc c'est très important et ça va être un gros enjeu aussi pour les entreprises de se dire mais attention, on n'a pas fait ces entretiens. Tout le monde n'est pas forcément à l'heure ou tout le monde ne fait pas forcément ses entretiens. Oui. Voilà. Et je le dis pour les entrepreneurs, il y a donc l'obligation de faire 3 entretiens donc sur les 6 ans. S'ils font 3 entretiens la dernière semaine des 6 ans, c'est pas bon. Hein, il faut les avoir faits. Il faut qu'il y ait un minimum d'écart entre les uns et les autres. C'est ça. Donc s'ils ne le font pas, il se passe quoi? C'est le législateur qui tout d'un coup va les traquer, comme on fait avec les impôts, en disant vous n'avez pas été un bon employeur, je vais vous forcer à abonder. Alors là, il y a encore une zone de flou, puisqu'en fait, il y a divers échanges et on pense que l'employeur aura pour obligation de déclarer les entretiens qu'il n'aura pas fait. Ce qui est assez une déclaration en creux et derrière, l'inspection du travail pourrait le poursuivre. Alors, ce qu'on peut imaginer... Il y a peu de chances que ça fonctionne tout à fait de façon fluide, ce truc-là. Oui, mais il y a aussi la possibilité que ça fonctionne. Pourquoi ? Parce que la loi, hein, c'est la liberté de choisir son avenir professionnel et on peut imaginer que l'État verrait... d'un bon œil qu'il y ait 3 000 € qui arrivent dans le compte personnel de formation, dans la cagnotte des salariés. Enfin, je pense que c'est une mesure qui serait très appréciée, surtout en ces périodes troubles. Voilà. Donc, enfin, le salarié qui irait voir l'inspection du travail ou qui irait voir son employeur en disant « j'ai pas eu ça, vous me donnez 3 000 €», ça se passerait pas forcément très bien pour lui non plus. Alors, c'est toujours compliqué, je pense que ça va pas se passer comme ça. D'accord. Parce qu'en fait, alors cette obligation d'abonder, en fait, c'est un abondement à hauteur de 3 000 € du CPF, elle ne pèse que sur les entreprises de plus de 50 salariés. D'accord. Ces entreprises de plus de 50 salariés, elles disposent normalement d'instances représentatives du personnel. Tout à fait, qui ont été bien travaillées récemment. Alors moi, je serais un salarié lambda, j'irai pas voir mon inspecteur du travail pour commencer, mais j'irai voir mes IRP, parce qu'on peut supposer qu'un employeur qui ne fait pas les entretiens pro, il les fait pas que pour une personne, mais pour l'ensemble du personnel. Donc on peut imaginer qu'il y ait une forme un problème global de revendication collective sur ce sujet. Voilà. Donc c'est un message important à la fois pour les entreprises, d'avoir dire mais il faut absolument que vous mettiez en place des actions de formation. Oui. On va éviter de dire des formations, parce que vous avez compris la notion de formation elle a changé. Bien sûr. Mais il faut que vous fassiez quelque chose pour développer les compétences de vos salariés, les faire évoluer, que ce soit en augmentant leur salaire ou en les faisant grandir dans votre organigramme. Voilà. Donc c'est une première nouvelle qui est plutôt finalement bonne pour les salariés d'avoir ce garde-fou. Donc ça c'était la première possibilité. Deuxième possibilité pour un salarié, c'est le compte personnel de formation. Qui existe déjà. Il existait déjà. Oui. Il existait déjà. Il fonctionnait pas trop. Et alors là je pense que il fonctionne un peu. Il fonctionne un peu si vous voulez. Et alors là je pense que M. Macron il a été habile, puisqu'en fait là où on avait des heures avant, il les a transformées en euros.
Je crois que c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des grandes questions. Parce que le passage de l'heure à l'euro, ça paraît pas très très clair ou pas forcément très clair, toujours dans le même sens. En fait, là où c'est pas très clair, c'est là où ça peut paraître pas très clair, parce qu'en fait, ça l'est pour les professionnels de la profession, c'est la conversion des anciennes heures en fait en euros. Tout à fait. Mais il existe des grilles de conversion relativement simples. Mais désormais, c'est 500 € par an. Sauf à ce qu'on soit sur des bas niveaux de qualification, auquel cas c'est 800 €. D'accord. Que l'on peut en fait cumuler pendant 10 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans, vous pouvez avoir 5 000 € sur votre compte personnel de formation. Que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Qu'on peut utiliser complètement à son gré. Alors c'est une très bonne idée. En tout cas, je trouve ça très vendeur. C'est un excellent marketing, puisqu'en fait, on concrétise. En fait, on rend la personne responsable de sa cagnotte. Absolument. C'est plus des heures où on se dit mais qu'est-ce que je peux faire avec 20 heures, etc. Là, on a 500 €, donc ça permet tout de suite pour le salarié de visualiser ce à quoi il a droit. Alors, vous avez vu, je dis toujours quelque chose de positif avant de le modérer un peu tout de suite derrière. Je m'attendais à ça. Ouais. Mais vous alliez me poser la question, c'est si on compare en fait, quel est le système le plus avantageux, celui des heures ou celui des euros? On peut prendre un exemple que j'aime bien, qui est celui de l'anglais, parce que l'anglais était une des formations les plus demandées dans le cadre du CPF. Alors, si vous voulez changer de niveau en anglais, passer d'un niveau A à un niveau B, il faut à peu près une quarantaine d'heures, 40-45 heures, et ça coûte 3 500 €. 40 heures avec l'ancien système en 2 ans. Ouais. Vous aviez la possibilité de financer votre CPF. Dans le nouveau système, 3 500 €, il va vous falloir 7 ans. Oh. Oui, vous voyez, donc en fait... Je comprends mieux ce que mes auditeurs me disaient. Voilà, donc on a ce genre de calcul qui peut s'appliquer. Et le cours d'anglais n'était pas un taux horaire qui était complètement démentiel. Oui, absolument. Alors, par rapport aux pratiques du marché. Ouais. Alors, ça amène en plus les organismes de formation à reconsidérer leur façon de former. Et là, on va reparler du e-learning, etc., de la formation en situation de travail. Voilà, ça, c'est très impactant sur la façon aussi de délivrer la formation. Et on devrait avoir un grand coup d'accélérateur sur des modalités pédagogiques digitalisées. Première partie, pour ensuite descendre peut-être plus en détail sur le reste du dispositif. Vous me demandez déjà de faire un résumé. C'est bien sûr, un résumé du résumé. Le résumé du spectacle. Tout à fait. Alors, pour résumer, si on est un salarié, comment on peut en fait accéder à la formation? Donc, la première idée, c'est d'aller voir son employeur. Et donc là, il n'y a plus de plan de formation, mais il y a un plan de développement des compétences. Si vous êtes dans une entreprise de moins de 50 salariés, sachez que votre employeur, il peut bénéficier d'aides financières pour financer votre formation. Déjà dès aujourd'hui et demain, ça sera pareil. Dès aujourd'hui, voilà. Donc, il y a 142 millions d'euros qui ont été débloqués pour aider justement dans la formation dans les TPE-PME. Donc, TPE-PME, vous pouvez vous former. Absolument. Si vous êtes dans une entreprise de plus de 50 salariés, il y a un garde-fou, quelque chose qui vous protège, en fait, qui protège votre droit d'accéder à la formation, c'est l'entretien pro. Ouais. Et l'obligation, donc, qui est faite d'avoir un entretien tous les 2 ans et d'avoir au moins une formation qui n'est pas une formation obligatoire au cours des 6 ans. Ça, c'est parce que les entreprises seront moins aidées ou ne seront plus aidées. Voilà. Deuxième, ensuite on bascule dans les dispositifs dits du CPF. En fait, il y en a 3. En fait, le CPF devient le dispositif phare. Voilà, absolument. Donc là, une fois qu'on a parlé de l'entreprise, qui était quelque part la version 2019 de ce qu'on connaissait avant, on passe à tout ce qui est individuel, donc le CPF. Donc le premier qui est le CPF classique, donc transformation des heures en euros. Et donc avec une petite déperdition quand même au passage. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que à la place d'un salarié, je me renseignerai quand même fortement donc avant d'engager mon CPF. Bien sûr. Puisque le temps de reconstituer votre capital, si vous voulez, il faut du temps. Donc, il faut être sûr de bien choisir. C'est ça. Et donc, autant ne pas se tromper, et donc aller voir des conseillers, je le redis, des conseillers en évolution professionnelle pour être aidé et conseillé. Deuxième CPF qui existe, c'est le CPF de transition. Oui. Alors, ce CPF-là, en fait, il remplace le CIF. Le congé individuel de formation que tout le monde connaît, vraisemblablement tous vos auditeurs a essayé à un moment donné, bien sûr. Le connaissent, mais en tout cas, c'est un dispositif qui permet
d'aider aux reconversions. D'accord. Et ça, c'est très important. Donc, si vous avez un projet qui n'est pas qu'un projet de formation, d'évolution, mais un projet de reconversion, donc de changement de métier, vous avez un dispositif qui existe, qui est le CPF de transition, qui remplace le congé individuel de formation. Et donc, il va vous permettre de financer non seulement la partie pédagogique de votre projet, Bien mais sûr. également votre salaire. D'accord. La Donc là, on parle différence, de montants plus importants. beaucoup plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a diminué quand même le paiement des salaires, c'est-à-dire que on paye l'intégralité des salaires, mais sur les bas salaires. C'est-à-dire que si vous êtes un cadre qui a un très très gros salaire, on va plafonner. On va vous financer, oui. Voilà, on va plafonner. Alors c'est un dispositif que les partenaires sociaux ont réussi à maintenir alors que ça n'était pas prévu initialement. Il y a à peu près 550 millions d'euros sur ce dispositif. Ouf, oui, par rapport à 1 milliard auparavant. Ouais, ouais. Mais j'invite réellement les salariés à aller voir leur FONGECIF, aller voir le FONGECIF Île-de-France. Au Notamment, hasard. je fais la pub, mais c'est gratuit, donc il n'y a pas de mal à faire de la pub, pour utiliser ce CPF de transition. Alors, deux petites choses à savoir sur ce CPF. Donc, il doit déboucher sur un changement de métier. Donc, il faut expliquer pourquoi on veut changer de métier. Il doit y avoir de l'employabilité. Bien sûr. Donc, c'est pas tout dire que vous voulez changer de métier, mais il faut expliquer pourquoi il y a de l'emploi dans le métier Donc, que il faut vous avoir visez. fait sa petite analyse de marché préalablement et pouvoir argumenter. Et troisième point, l'organisme de formation que vous allez choisir, il faut s'assurer qu'il analyse réellement les prérequis pour vous faire éventuellement une réduction de parcours. Et là, on revient au bloc de compétences, c'est-à-dire que vous ne vous formiez que sur ce dont vous avez besoin et pas sur un truc qui fait 6 mois. Vous voulez changer de métier, vous avez déjà fait du marketing, vous allez juste apprendre les autres choses que vous avez, dont vous avez besoin qui ne sont pas du marketing. Voilà. Donc, deuxième dispositif, CPF de transition, et je le redis, précipitez-vous dans votre FONGECIF. Alors, il y a une petite modification, c'est que vous pouvez vous adresser au FONGECIF de votre lieu de domicile, mais également celui de votre lieu de travail. de votre employeur. Donc ça, c'est une nouveauté introduite par la loi. Dernier CPF, dans la famille CPF. On parle plus que de ça. On a le CPF co-construit. Alors celui-là, il est intéressant puisqu'en fait, ça veut dire que dans certains cas, votre employeur peut décider d'abonder votre CPF. Ah, donc à ce moment-là, on récupère un peu ce qu'on avait perdu lors du passage des heures à la monétarisation. D'une certaine façon, alors pour ça, il faut qu'il y ait un accord de branche ou un accord d'entreprise, ouais, bien sûr. Voilà, qui disent que sur tel type de formation inscrite au CPF, l'employeur en fait va abonder le compte du salarié pour lui permettre de suivre l'intégralité de la formation. Donc ça, c'est un dispositif qui est extrêmement intéressant, donc qui va se mettre en place petit à petit. C'est à suivre, mais qui va, je pense, dans certains secteurs, être en fait plus porteur que ce que l'on pouvait imaginer au début. Vous pensez que ça risque d'aller dans quel type d'entreprise, quelle taille d'entreprise et pour quel type de situation ? Alors, plutôt que de parler de type d'entreprise, on va parler de branche. D'accord. Parce qu'en fait, je crois que derrière cette réforme, il y a la volonté d'adapter les gens aux métiers qui sont en tension. Et il y a un vrai sujet, bien sûr. Il y a un vrai sujet. Et donc, on peut imaginer que ce CPF abondé, il va viser des branches d'activité où on a des problèmes de qualification, de recrutement, etc. Donc, il faut suivre ça d'assez près. Et moi, je pense que ça va se développer de façon assez sensible. Et ça va remplacer une partie de l'investissement en formation que réalisaient les entreprises préalablement. Voilà. Donc, si on veut être très schématique, vous voyez, la réforme de la formation, Mireille, c'est quelque chose de très simple. Puisque vous avez les 3 CPF et vous avez le plan de développement des compétences dans l'entreprise. Donc, il suffit de changer de vocabulaire et de réviser un tout petit peu ces basiques. Oui. Alors, pour être complet, il faut comprendre aussi que la formation, désormais, c'est pas uniquement de la formation en présentiel, mais c'est de la formation qui peut se faire intégralement à distance. Ça, c'est écrit dans la loi. D'accord. Donc, l'action de formation peut se dérouler partiellement ou entièrement à distance. D'accord. C'est-à-dire donc, avec un individu au bout ou avec un logiciel au bout de la distance ce n'est pas précisé, mais ça peut être complètement e-learning. D'accord. Ça peut être également de la formation en situation de travail, qui est un dispositif en fait auquel on croit beaucoup. Quand je dis on, c'est une sorte d'apprentissage en formation continue. C'est ça.
qui est un enjeu également de discussion, parce qu'on peut imaginer que les salariés vont vraiment vouloir avoir une véritable formation en situation de travail. Oui, puisque ça va venir impacter leur petite cagnotte, et donc du coup il y aura moins de complaisance. Alors ça ne viendra pas impacter forcément leur CPF, mais par contre ça peut venir impacter la fameuse obligation d'avoir réalisé une formation tous les 6 ans. D'accord, donc ça impacte le CPF par la bande. Oui, en quelque sorte. Et donc la formation en situation de travail doit être accompagnée par un tuteur. Donc les entreprises, les entreprises doivent faire ce que l'on préconisait à la fin des années 90, l'organisation apprenante. Je me rappelle très bien et qu'on avait beaucoup de mal à faire appliquer de façon correcte à peu près partout. Voilà. Il y a eu pas mal d'abus à l'époque. Et à l'époque, l'organisation apprenante, c'est un concept intéressant mais qui n'a jamais réellement pris racine. Et là, aujourd'hui, les entreprises doivent se transformer en organisation apprenante, c'est-à-dire créer des situations de travail qui sont également des situations d'apprentissage. Et alors vous le voyez, alors là, je fais déjà le pont sur l'impact dans les entreprises, mais le job, par exemple, de directeur de la formation, il est complètement bousculé. J'allais vous poser la question, parce que maintenant qu'on a compris quel était le job du salarié, c'est-à-dire de pouvoir tout choisir et d'être l'arbitre, que vont devenir les directeurs de formation ? Eh bien, ils vont devoir devenir des directeurs de la pédagogie. Parce que jusque-là, leur job, c'était en fait d'aller chercher des financements pour pouvoir former... Complètement. Et il y avait des vraies ingénieries de financement de la formation et c'était des vrais métiers. Et ça, vous avez compris que ça disparaît en tout cas en grande partie. Il y a toujours possibilité de trouver des financements, mais franchement, ça reste à la marge. Tout à fait. Donc en fait, leur job, ça va consister à faire, et dans une logique de rotation accélérée des compétences, c'est-à-dire que les compétences évoluent de plus en plus vite. Donc en fait, de créer un mouvement d'apprentissage dans leur entreprise qui fait que elle est auto-créatrice de valeur sur la formation. Donc ils vont avoir un job d'ingénierie pédagogique sur place en fait. Tout à fait. Donc de créer les situations d'apprentissage, de trouver en fait des organismes de formation qui sont un peu des ensembliers de la formation, c'est-à-dire qui viennent agréger tout un tas de dispositifs, alors que ce soit du e-learning, de la formation en situation de travail, voilà. Donc il va falloir avoir cette intelligence là pour changer complètement la relation à la formation, sachant que le salarié de son côté, il pourra dire j'en veux pas et je veux autre chose. Alors il doit suivre les formations, il y a une obligation quand même. Bien sûr, mais il peut dire je veux pas celle-là, je veux autre chose. Alors il peut le dire et puis surtout il peut utiliser son CPF pour faire autre chose. Vous voyez, donc on risque d'avoir ces deux choses qui coexistent, une entreprise apprenante et des salariés qui vont se former de leur côté. Ce qui est très intéressant, ça va effectivement bouger dynamiser complètement bouger le paysage. Éric Dumartin, je vous remercie pour votre éclairage précieux. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. En attendant, je vous souhaite de bien vous former. À bientôt.